Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission rétrospective de questions d'actu. 2022 aura-t-elle été l'année du Maroc? Depuis quelques années maintenant, le Royaume a développé un véritable aura au point de marquer l'opinion internationale, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique. Sa sécurité légendaire séduit dans les cercles de gouvernance et pour cause, le Royaume en a fait son cheval de bataille dans les stratégies claires et dictées par la vision du roi Mohamed VI. Une expertise plurielle qui lui confère aujourd'hui un leadership indéniable sur l'échiquier politique mondial. Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe, disait Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Une genèse sur laquelle la vision de l'actuel souverain édifie une diplomatie hors pair. Rabat, Marrakech, Tanger, Laayoune ou encore Dakhla sont aujourd'hui des capitales diplomatiques mondiales où se discutent des questions stratégiques, environnementales, économiques et où se concluent des accords multilatéraux. Un soft power qui s'est, en cette fin d'année, invité à Doha avec l'exploit historique des Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du football du mondial. De quoi faire briller un peu plus l'image d'un pays devenu une puissance régionale qui compte. Alors, quels sont les atouts de cette diplomatie marocaine qui en font un modèle dans la région et au-delà? Que retenir des moments phares de cette année pour le Maroc? Comment le Royaume a-t-il opéré ce changement de paradigme salué de par le monde? Diplomatie et soft power 2022, l'année du Maroc, c'est l'émission rétrospective que je vous propose en compagnie de nos invités, Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim El Masseli, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, est avec nous depuis Moroni. Bienvenue à vous, Monsieur le ministre. Merci. Zakaria Abou-Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, est également avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nadia. Et à Paris, c'est l'analyste politique et journaliste éditorialiste Mustapha Tossa qui nous accompagnera. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Allez, je vous propose d'abord, si vous voulez bien, un tour de table, un tour d'horizon. 2022 aura-t-elle été une année privilégiée qui témoigne de cette dynamique diplomatique du Maroc? A-t-elle été une année inédite pour le Royaume, selon vous? D'abord, à vous, monsieur le ministre El Masseli, c'est à vous que j'adresse cette toute première question. Oui, je pense que c'est une très belle année pour le Maroc, j'allais dire aussi pour toute l'Afrique, à travers la coopération marocaine d'une part, sa présence en Afrique avec une diplomatie toujours offensive et qui offre à l'Afrique tout entière toute une panoplie de coopération possible désormais, avec une maîtrise de certains savoir-faire, mais aussi ça a été couronné par ce qui vient de se passer avec les Lions des Atlas, que je saisis l'occasion aussi pour féliciter. Je pense que le Maroc aussi a montré ce leadership à tout point de vue aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Très bien. Votre première analyse sur cette année exceptionnelle pour le Maroc également, professeur Zakaria Abou-Dahab? Une année effectivement qui est exceptionnelle, à plus d'un titre, elle finit en apothéose grâce à l'exploit inédit des Lions de l'Atlas, et également une année marquée par une redynamisation de relations diplomatiques avec des pays qui comptent sur la scène internationale. Je parle de l'Espagne bien entendu, mais également de l'Allemagne. Il y a également des perspectives très intéressantes sur le plan diplomatique avec d'autres pays comme la Serbie, comme la Hongrie, etc. Je note aussi une présence accrue du Maroc au niveau du continent africain. À titre d'exemple, le Maroc a participé, il a même abrité la première conférence internationale sur la réduction des risques sanitaires. Je crois que cela est extrêmement important. Il était présent dans des forats comme le sommet Union européenne, Union africaine, le sommet États-Unis, chefs d'États africains et chefs de gouvernement, etc. Je crois qu'en dépit d'un certain nombre de signes négatifs,
consécutif à l'après-Covid-19, mais également à l'impact de la guerre en Ukraine. Néanmoins, heureusement, d'abord, il y a des pluies qui augurent d'une belle année agricole, mais en même temps, je le crois fortement, une présence de plus en plus accrue diplomatiquement du Maroc sur la scène internationale et régionale. Mustapha Tossa, quel regard posez-vous, vous, sur cette année 2022 pour le Maroc en termes de diplomatie et de soft power également? Oui, c'est un très joli cru que cette année 2022 pour la diplomatie marocaine. Il faut simplement se rappeler le nombre de pays qui ont ouvert des consulats, que ce soit à Laayoune ou à Dakhla. Il faut, comme le professeur Abou Dahab l'a indiqué, voir un peu le positionnement de deux géants européens de la diplomatie avec le Maroc, que sont l'Espagne et l'Allemagne. Et il faut voir un petit peu ce vote du Conseil de sécurité de cette résolution sur le Sahara, qui, à mon sens, consacre l'option de l'autonomie comme la seule et unique sortie de crise pour ce conflit artificiel du Sahara. Et donc, il y a autant d'éléments qui font que la diplomatie marocaine a accueilli le fruit de ses investissements, de ses performances et aussi de la sagesse avec laquelle elle a su gérer les conflits avec le voisinage. Même le sommet arabe qui s'est tenu à Alger cette année aussi, après 3 années de report, a été une occasion pour le Maroc de se distinguer, de conforter l'appui des pays arabes à sa souveraineté nationale. Et ça a été aussi, ça s'est terminé, l'année s'est terminée par un énorme feu d'artifice qui est celui de l'exploit de l'équipe nationale au Mondial du Qatar. Donc voilà une année qui a été riche en performances diplomatiques, riche en distinctions à l'international du label Maroc, et qui promet une année 2023 encore plus riche et encore plus bénéfique pour la diplomatie et pour le peuple marocain. Tout à fait, on l'espère. Alors, cette diplomatie marocaine est une diplomatie qui se dessine à travers la vision d'un roi, du roi Mohamed VI. J'aimerais que l'on revienne sur ce que beaucoup appellent un roi visionnaire à l'international. Et j'aimerais commencer par vous, monsieur le ministre El Masseli, à Moroni. Moi, je pense que la diplomatie marocaine, notamment celle de Sa Majesté Mohamed VI, elle est une diplomatie volontariste et elle s'affiche incontestablement aujourd'hui comme une diplomatie de leadership parce qu'elle donne des pistes de développement, elle donne des pistes de coopération. Et puis, je voudrais rappeler que les consulats qui ont été ouverts dans le Sahara marocain, les Comores ont été le premier pays à avoir ouvert un consulat plein. Et nous sommes particulièrement heureux de voir qu'aujourd'hui l'Afrique tout entière prend conscience de cette nécessité de consolider l'unité d'abord du Maroc et de refuser que de tels précédents se produisent ailleurs. Et cette diplomatie aujourd'hui, elle est fondamentale pour nous parce qu'elle permet aujourd'hui d'offrir une alternative sérieuse à l'Afrique. Et aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un interlocuteur incontournable, en tout cas pour l'Afrique. Et elle peut aussi jouer l'interface, l'intermédiaire avec d'autres continents. Je pense que ce leadership-là est aujourd'hui incontesté et nous ne pouvons que saluer cette diplomatie qui, en réalité, plonge ses racines depuis très longtemps, puisque depuis Mohamed V, feu Mohamed V, Hassan II, feu Hassan II, la phrase que vous avez évoquée tout à l'heure sur cette plante qui a ses racines en Afrique, c'est une très très belle image parce qu'elle reflète aujourd'hui cette vérité d'abord économique et cette vérité historique entre l'Afrique et l'Europe. Et le Maroc, aujourd'hui, s'est complètement détaché et elle a pris une longueur d'avance et ce leadership est là. Il faut qu'aujourd'hui, on accompagne et on se complète pour faire de l'Afrique et offrir à l'Afrique une alternative autre que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Alors nous reviendrons sur le leadership du Royaume du Maroc sur le continent africain. Je reviens vers vous, professeur Abou Dahab, pour revenir sur cette notion de roi visionnaire. Qu'en pensez-vous ?
C'est un roi visionnaire, le fruit d'abord d'une formation. Il est l'héritier légitime de feu le roi Hassan II. Vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, en rappelant ce passage extrêmement important d'un ouvrage qui s'appelle Le Défi, qui a été publié en 1976. Sa Majesté le roi Mohammed VI donc accompagnait son père, qui était une école en lui-même, et par conséquent il a beaucoup appris. Deuxième chose, c'est l'apprentissage. N'oublions pas que Sa Majesté le roi Mohammed VI avait préparé une thèse de doctorat sur les relations entre l'Union européenne et les pays de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, et lui-même ayant passé un stage lorsque, à l'époque, Jacques Delors était président de la Commission européenne. Et donc, dès son accession au trône, première réalisation, à mon sens, qui était importante du temps de M. Jacques Chirac, c'était le plaidoyer pour un statut avancé. Donc, on le voit très bien qu'il avait une vision, fruit de sa formation, de son éducation, mais en même temps, il a donc pris le temps de scruter le monde, identifier les dynamiques, et par conséquent, il est clair qu'il est doté, outillé d'un paradigme, d'abord que j'appellerais celui de la solidarité, celui du partenariat, joindre d'abord la parole à l'action ou l'action à la parole, et en même temps avoir l'Afrique dans le cœur. Je me souviens très bien, c'était en janvier 2017, au moment du retour du Maroc à l'Union africaine, quand il était tellement ému en parlant de l'Afrique dans le cœur, que le Maroc était revenu à sa famille institutionnelle. Donc on voit très très bien qu'il y a là, à mon sens, l'homme avec une fibre africaine, avec une vision mondiale, celle de l'humanisme, et qui se répercute également ou se reflète dans ses actions sur le plan interne. Alors Mostafa Tossal, la question du Sahara est la pierre angulaire de la diplomatie du Maroc. Le roi Mohammed VI l'a clairement fait savoir lors de son dernier discours le 20 août dernier. Et sur ce point, là, précis, le royaume a engrangé de nombreux succès, des succès retentissants. Est-ce qu'on peut revenir sur ces victoires principales ? Oui, c'est vrai, mais d'abord un petit mot sur cette notion de roi visionnaire. Qui fait que si le Maroc est aujourd'hui là où il est, il le doit à cette vision qui a été celle de Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône. Il a décidé, il a pris la décision stratégique d'effectuer un retour vers l'Afrique, vers l'Union africaine. Et cette décision-là, c'est elle qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et vous avez raison de montrer de temps en temps des images de Sa Majesté le Roi participant à cette réunion africaine, parce que pour moi, la genèse des grands combats diplomatiques qui allaient venir était lancée à ce moment-là. Le Maroc est revenu dans son giron africain et il a réussi à neutraliser beaucoup d'antagonisme à l'égard de ses intérêts, de son unité territoriale, et il a réussi à isoler toutes les forces qui lui étaient antagonistes, et il s'est installé comme une puissance africaine incontournable sur le plan politique et économique, d'où ces énormes projets structurants qui sont menés et élaborés par le Maroc, et notamment en ce qui concerne le gazoduc du Nigeria qui passe par l'Afrique de l'Ouest. Donc cela n'aura jamais été possible si le Maroc n'était pas revenu, comme Sa Majesté le Roi l'a décidé dès le début de son règne, à sa famille et à ses racines africaines. Tout à fait. Deuxième chose, c'est parce que le Maroc est devenu un pays fort dans son environnement africain et maghrébin, qu'il a su adopter un langage de fermeté à l'égard des partenaires européens. Et c'est ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, Sa Majesté le Roi a parlé avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de fermeté, beaucoup de sincérité et beaucoup de conviction à l'égard de ses partenaires européens. Il leur a dit, si vous voulez qu'on soit des amis et des alliés, il faut que vous changiez de position, que vous clarifiez vos positions à l'égard de l'unité territoriale marocaine, qui est une cause sacrée pour tous les Marocains. Et parce qu'il y a eu cette position ferme et ce discours clair, avec beaucoup de conviction, qu'un certain nombre de pays, malgré leur réticence au début, malgré les tergiversations des uns et des autres, notamment en Espagne et en Allemagne, ont fini par adopter le positionnement marocain. Et c'est cette fermeté-là, cette clarification qui est demandée par le roi, qui a été à l'origine d'un certain nombre de changements radicaux de positionnement de pays très importants sur la scène européenne que sont l'Espagne et l'Allemagne, et qui encourageraient d'autres
demain pour que l'ensemble de la structure européenne puisse adopter le même positionnement, à savoir la reconnaissance de l'autonomie comme seule option pour sortir de cette crise. Et qui dit reconnaissance de l'autonomie dit automatiquement reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Donc c'est une stratégie royale qui a été Continuons, parlons de cette stratégie royale et de la question majeure du Sahara. Alors vous parliez, Mustapha Tossa, de nouvelles étapes majeures avec des partenariats clés et des pays importants en Europe. Mais ces partenariats et ces nouvelles étapes se sont ouvertes en dehors de l'Europe également, professeur Zakaria Abou-Dahab. Absolument. On peut par exemple retenir certains pays de l'Amérique latine. Et là, il faudra également dire que Sa Majesté a de tout temps invité les acteurs, on va dire, non gouvernementaux, le Parlement, la diplomatie parlementaire, que ce soit celle de la Chambre des représentants qui était présente en Afrique du Sud, on s'en souvient, mais également au niveau de la Chambre des conseillers, à nouer des contacts et des relations fructueuses ou fructueux, des contacts avec les pays de l'Amérique latine, notamment l'Amérique centrale. Il y a également les Caraïbes. Ce n'est pas très connu de la part d'un certain nombre d'observateurs, mais les Caraïbes, conjugués, constituent une force économique suffisamment importante sur le plan régional, et donc c'est la première fois qu'un certain nombre de ces pays qui constituent une organisation régionale avaient également décidé d'ouvrir des représentations consulaires dans les villes marocaines du Sud. Et par ailleurs, bien entendu, il faudra noter les pays arabes, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie qui ont déjà ouvert des consulats à Laayoune ou à Dakhla, ainsi que d'autres au niveau asiatique qui potentiellement verront également développer leurs relations consulaires avec le Maroc. Donc on voit très très bien, donc il y a une vision du monde qui entoure le paradigme royal, acté également par une démarche, je le crois, opérationnelle, c'est-à-dire utiliser également la diplomatie économique comme un outil extrêmement important pour faire en sorte que les relations soient interdépendantes, mais au final on ne fait que consolider la position du Maroc qui est bien entendu en train de défendre une cause sacrée, comme ça a été dit par Setosa, pour tous les Marocains, et donc on ne fait que rectifier tout simplement le tir et réajuster le tir et revenir un peu à la raison. Maintenant, il faudra penser à d'autres forats, à d'autres cercles d'action, par exemple TICAD, FOCAC avec la Chine, ainsi que d'autres organisations. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le ministre. Je pars à Moroni. Monsieur le ministre El Masseli, vous disiez tout à l'heure que l'Union des Comores était le premier pays à avoir ouvert un consulat au Sahara. Ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Un chiffre, 40% des pays africains ont ouvert aujourd'hui un consulat au Sahara. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous? Ce que disaient les précédents intervenants, c'est la réussite de la diplomatie marocaine qui a su expliquer les tenants et lever les malentendus. Et tous ceux qui n'avaient pas très bien compris la cause, les origines, l'histoire du Maroc, à force d'expliquer, le monde comprend. Et le monde finira par comprendre la vérité historique sur l'étendue territoriale du royaume. De la Mauritanie jusqu'au nord, la soumission ou la baïa, pour parler, l'allégeance, la baïa de ce territoire sur le Maroc a été scientifiquement démontrée. Donc, ce sont des choses que peut-être certains pays n'avaient pas comprises à temps. Grâce à la diplomatie marocaine aujourd'hui, le reste du monde comprend cette vérité historique, géographique sur l'intangibilité et l'unité du Maroc. Et ça, c'est fondamental parce qu'elle montre que le malentendu est désormais levé et que nous n'avons pas le choix que d'avancer dans ce sens. Maintenant, je voudrais aussi rendre hommage à Mohamed VI, le roi Sa Majesté Mohamed VI, parce que moi qui suis africain, qui suis de l'autre côté du continent africain, je vois l'exemple. Pour moi, le Maroc est un exemple parce que Sa Majesté a su apporter, et ça on doit le dire suffisamment, les réformes nécessaires à l'intérieur pour faire en sorte qu'un pays qui n'a pas de pétrole
puisse créer de richesses. Et cette diplomatie, aujourd'hui capable d'expliquer au reste du monde, une diplomatie forte, elle est possible que parce que justement, à l'intérieur du pays, les réformes structurelles ont été mises en place. L'industrialisation soutenue du Maroc, la recherche scientifique. Je prendrai l'exemple sur l'Office du phosphate qui, pendant très longtemps, elle n'a fait qu'exporter la matière première. Aujourd'hui, le Maroc devient un acteur majeur sur l'exportation d'engrais dans le reste du monde et par priorité en Afrique. Voyez-vous, sans ces réformes structurelles qui ont été apportées, sans le choix des hommes, parce que Sa Majesté Mohamed VI a su choisir les hommes qu'il faut, là où il faut, et de mettre là où il faut et quand il faut, c'est ce qui a permis aujourd'hui au Maroc, malgré l'absence de pétrole, mais de générer une richesse fantastique. Le PIB marocain aujourd'hui n'est plus à démontrer, 133 milliards de dollars de PIB, quand on voit l'industrie pharmaceutique, quand on voit... Alors, c'est tout cet ensemble économique qui en fait qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays fiable, un pays structuré, un pays aujourd'hui qui devient un exemple et qui peut s'imposer et jouer dans sa diplomatie pour rapprocher les peuples, les civilisations et être un facteur majeur dans la convergence de l'Union africaine qui est un élément fondamental parce qu'aujourd'hui le Maroc peut apporter ce que l'Occident peut apporter à beaucoup de domaines sur l'agriculture, la recherche, la pharmacie. Et je pense que nous avons beaucoup à gagner dans cette diplomatie marocaine qui a été possible que grâce à la réforme, comme je disais, structurelle apportée par Sa Majesté Mohamed VI. En fait, c'est ça la vision en réalité de ce grand roi pour l'Afrique, pour le Maroc et pour l'Afrique aussi, bien sûr. Pour le Maroc et pour l'Afrique. On va poursuivre avec cette diplomatie aussi économique et pas seulement. Moustapha Tossa, nous le disions plus haut, le Maroc est aujourd'hui un acteur clé sur l'échiquier politique international. Quels sont aujourd'hui les autres atouts qui ont fait atteindre ce degré d'influence dans le monde aujourd'hui au Royaume, selon vous ? En fait, le Maroc est en train de bénéficier d'un énorme soft power à l'international, au point que, d'ailleurs, les images que vous venez de montrer le rappellent à nos téléspectateurs, le Maroc a été choisi, la ville de Fès a été choisie récemment pour accueillir l'Alliance des civilisations, qui est un sommet des Nations Unies. Et le Maroc a été choisi justement parce qu'il y a un modèle de coexistence, il y a un modèle de tolérance de l'autre, il y a un modèle de coexistence pacifique entre les différents groupements religieux et politiques. Et donc, voilà le Maroc qui a été, grâce à cette expérience interne, choisi par les Nations Unies pour abriter ce sommet extrêmement important. Aussi, alors qu'au moment, autre élément, autre indication de la puissance de la soft power marocaine, c'est que maintenant, on est en train de parler à New York, dans les enceintes des Nations Unies, d'une volonté de réformer le Conseil de sécurité et réformer le système même des Nations Unies. Et le nom du Maroc a été cité par plusieurs sources américaines comme faisant partie des grands pays pouvant appartenir de manière permanente au Conseil de sécurité dans le cadre de cette réforme générale de ce système onusien. Donc, on ne choisit pas n'importe quel pays pour lui confier cet extrême honneur d'appartenir au club très fermé des membres du Conseil de sécurité. Si on le fait pour le Maroc, c'est qu'on lui reconnaît une expérience, on lui reconnaît une vision, on lui reconnaît une influence sur un certain nombre de dossiers, qu'ils soient religieux, économiques, sécuritaires, civilisationnels. Et donc, il y a là une reconnaissance extrêmement importante de la part de la communauté internationale par rapport au Maroc. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on fait un peu le bilan diplomatique de l'année, nous sommes aussi en train de cueillir les fruits et de vivre un petit peu les conséquences de ce traité tripartite qui a été signé entre le Royaume du Maroc, Israël et les États-Unis d'Amérique. C'est un énorme traité qui a montré à quel point le Maroc était incontournable dans cette région et à quel point le Maroc était une puissance de paix dans cette région. C'est vrai que cet accord n'a pas fait plaisir à tout le monde, notamment quelques pays en Europe,
Mais cette année-là, l'année 2022 et 2023, va être une année où il va falloir, où la diplomatie marocaine va expliquer à ses partenaires européens, notamment français, que ce genre d'accord tripartite, que ce genre de partenariat multiple n'est pas un danger pour les liens entre le Maroc et la France, mais ils peuvent être un enrichissement pour le consolider et pour le renforcer. Donc autant de choix diplomatiques qui ont été opérés par Sa Majesté le roi Mohamed VI et dont on cueille aujourd'hui le fruit, d'abord en termes d'efficacité diplomatique, en termes de réputation dans le monde et en termes de soft power, le Maroc est cité positivement là où il est. Et ironie de l'histoire, même quand il s'agit d'événements dramatiques, comme on l'a vécu avec le petit Ryan qui est mort dans un puits dans le nord du Maroc, même quand il s'agit de ce genre d'événements tristes, eh bien le Maroc est célébré à l'international comme un pays engrangeant du positif à l'international. C'est vous dire à quel point il y a une forme de baraka qui entoure le Maroc en ce moment sur le plan international. Alors, on poursuit avec vous, professeur Dakalia Abou Dahab, sur ce Maroc qui accueille désormais de grandes conférences internationales sur des questions névralgiques, avec des accords à impact fort qui sont signés. 2022 a été particulièrement riche. On se souvient de la conférence du terrorisme international à Marrakech, mais aussi du dialogue de Tanger pour la Libye, sans oublier l'Union africaine, l'Afrique encore est toujours également à Tanger. Donc peut-on parler d'un Maroc aussi comme un pays médiateur sur le continent ? Tout à fait, et je reviens encore à cette idée de l'arbre, parce que l'arbre incarne aussi un tronc commun, des branches qui sont ouvertes et en même temps cette idée d'une communauté de synthèse. Et donc le Maroc, géographiquement, géopolitiquement, est habilité à jouer ce que parfois des experts appellent la puissance attractive ou la puissance relationnelle. Il est maghrébin, il est africain, il est andalou, il est également une terre où la communauté juive vit en paix, en cohabitation avec les citoyens de confession musulmane ou autres. Et par conséquent, le Maroc a engrangé une grande expérience en la matière. Déjà, les années 90, on s'en souvient, le Maroc avait abrité la conférence qui a donné lieu à l'Organisation mondiale du commerce, c'était en avril 1994 et au-delà. Première conférence également sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'était en octobre 1994, sur initiative américaine, mais également Sa Majesté le roi Hassan II à l'époque était l'une des chevilles havrières de ce dialogue entre les Arabes et Israël, et ainsi de suite. Cette année, 2022, je note, entre autres, à Marrakech, on a abrité la conférence internationale, c'est une coalition en réalité, contre Daesh. Et également, je viens de citer tout à l'heure la première conférence sur la réduction des risques sanitaires, c'était également à Marrakech. L'Alliance des civilisations, ça vient d'être cité, exactement, tout à fait, Monsieur Tossa. Et une alliance des civilisations, il faut le dire que depuis 2005, est cautionné par le secrétaire général des Nations Unies. Bon, à l'époque, c'était M. Kofi Annan. Et on voit déjà donc le Maroc ici dans une posture, on va dire, de dialogue interreligieux, intercivilisationnel, interculturel. Bon, je voudrais quand même ajouter une chose importante, ça a été dit par M. le ministre tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a une sorte de paradigme d'intégration où politique intérieure et politique extérieure sont extrêmement interdépendantes. On peut citer les stratégies sectorielles de développement, le plan Haliotis, le plan Maroc vert, etc., etc. Les chantiers énormes qui ont été lancés sur le plan des infrastructures, ce qui donne, je crois, du contenu et des éléments de bargaining, comme on dit, de marchandage à la diplomatie marocaine, parce que quand on est présent dans des forums internationaux, il n'y a pas que des paroles qui sont là, mais également des actions et des réalisations qui, au final, peuvent servir de modèle à d'autres pays, notamment ceux du continent africain.
Alors, monsieur le ministre Masseli, cette question est pour vous. J'aimerais vous entendre sur ces leviers, les leviers enclenchés par la diplomatie marocaine qui, on vient de voir son pluriel, diplomatie culturelle, diplomatie religieuse, notamment, on vient de l'aborder, le forum de l'Alliance des civilisations à Fès en est un exemple évident. Le secrétaire général de l'ONU a effectivement choisi la capitale spirituelle, donc le Maroc, fer de lance de la diplomatie religieuse. C'est un fait, monsieur le ministre? Oui, en fait, vous savez, le Maroc, historiquement, a toujours été une terre de tolérance, d'accueil. Et comme le prédécesseur qui vient d'intervenir l'a relevé, vous savez, à propos du judaïsme, effectivement, il a toujours été protégé par les Marocains. Quand il y a eu la persécution des Juifs en Espagne, les Juifs ont fui vers quel pays? Vers le Maroc. Ils se sont installés massivement au Maroc et ils ont toujours été bien accueillis et bien intégrés. Dans la Deuxième Guerre mondiale, pour passer du XIVe siècle au XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs européens, ils ont, dans la majorité, fui vers le Maroc parce qu'il y avait cette terre d'asile qui offrait. Ce sont des atouts extraordinaires que Sa Majesté Mohamed VI peut s'appuyer, et notamment sur la diplomatie religieuse, parce que déjà son grand-père, feu Mohamed V, avait donné une protection de manière formelle aux Juifs marocains qui étaient des sujets. Quelle belle leçon de tolérance déjà à l'époque et jusqu'à présent. Bien sûr qu'aujourd'hui, cet islam marocain, et c'est l'islam qui doit être exemplaire, partagé, exporté. Donc la diplomatie religieuse marocaine aujourd'hui, effectivement, a son mot à dire. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a une école des imams qui est créée, et c'est une très bonne chose au Maroc, et que beaucoup d'Africains notamment viennent suivre des cours, et même des Européens. Je pense que c'est cette dimension culturelle, religieuse, qui fait qu'aujourd'hui, place le Maroc au premier rang et peut mener le Maroc à jouer un rôle formidable parce que dans son passé, elle a montré que ce pays était capable de jouer ce rôle d'intermédiaire pour exporter un islam de beauté, l'islam original, l'islam de tolérance, l'islam incarné aujourd'hui par les Marocains, parfaitement incarné par les Marocains. Et je pense que c'est un outil extraordinaire de la diplomatie religieuse parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la confession qu'on puisse avoir au Maroc, tous ceux qui sont au Maroc sont d'abord marocains avant d'être musulmans, chrétiens ou juifs. Et ça, c'est un levier que très peu de pays en détiennent et que le Maroc peut l'utiliser comme outil extraordinaire pour exporter dans ce monde un peu où l'islam, malheureusement, est très mal expliqué, où l'islam est mal compté, où malheureusement, on dit des contre-vérités de l'islam quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays européens, cette islamophobie naissante. Je pense que le Maroc peut être un exemple pour dire que non, voilà l'islam tel qu'elle devait être, tel qu'elle doit être, tel qu'elle a toujours été en réalité. Le Maroc, donc, qui s'impose aussi en puissance diplomatique, religieuse, culturelle, économique, politique. On va continuer de parler de ces outils de la diplomatie marocaine. Et je voudrais savoir, professeur Dakalé Abou-Dahab, si on peut dire que l'année 2022 a été une sorte de turning point, une année, un moment décisif pour la diplomatie marocaine. Et pourquoi, selon vous ? Une année décisive, oui, un tournant majeur, il est vrai, parce que pour la première fois, si vous voulez, des fissurations, dont parfois des forteresses de confort, ont été opérées, effectuées, grâce d'abord au caractère proactif de la diplomatie marocaine, mais également à la solidité des arguments qui sont avancés. Et cela est dû, en particulier, d'abord à la crédibilité du Maroc.
sur le plan régional, sur le plan mondial. Il n'est pas aujourd'hui un secret lorsque l'on sait que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le Sahara soulignent précisément les efforts sérieux et crédibles du Maroc en matière en fait de construction de la paix de façon générale. N'oublions pas sur le plan de la participation du Maroc aux opérations de maintien de la paix, voire même des Marocains qui y perdent la vie au nom de la défense des idéaux qui sont incarnés par la charte des Nations Unies. C'est une année charnière à mon sens parce que par la suite, il faudra maintenant faire en sorte que définitivement ce conflit soit enterré. Je reste quand même optimiste mais réaliste. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps de construire un Maghreb des peuples, un Maghreb des nations, en dépit encore une fois de toutes les difficultés du monde. Mais nous pensons aujourd'hui que nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Le Maroc, entre autres choses, a été l'un des pionniers de la diplomatie sanitaire, des vaccins. Le Maroc a aidé des pays, la Tunisie entre autres, ainsi que d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Nous pensons que le Maroc est capable d'être un acteur d'un nouvel ordre sanitaire au niveau continental africain, mais également d'un nouvel ordre alimentaire. Vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le ministre, la diplomatie de l'Office chérifien des phosphates, qui est désormais alignée sur l'économie verte, stratégie 2023-2027, en fait pour appuyer l'adaptation de l'agriculture africaine. Donc vous voyez, la liste est longue sur le plan des réalisations et d'autres projets en cours, mais de toutes les manières, je crois que vous l'avez si bien dit, je crois que l'année 22 a été une année charnière, l'année 23 serait l'année de l'accélération. 2022, une année charnière pour le Maroc et sa diplomatie, une année qui se termine en fanfare, difficile de ne pas évoquer dans cette émission l'exploit historique des Lions de l'Atlas au Mondial 2022, un exploit qui a été une inspiration pour le monde africain, pour le monde arabe, pour tous les autres pays. Comment qualifiez-vous ce coup de maître du 11 marocain et surtout de ce qu'il a engendré à l'international? C'est une question pour vous, Moustapha Tossa. Oui, c'est incontestablement une fierté arabe, une fierté africaine, une fierté marocaine qui a redonné un souffle énorme à tous ceux qui, d'abord, aiment le Maroc, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur. Et puis, c'est un souffle énorme pour son image, pour sa réputation. Alors, dans votre titre, vous dites 2022, tournant de la diplomatie marocaine. Moi, je rajouterais un autre élément qui est intéressant, c'est que 2022, c'est l'année de sortie de la crise Covid. C'est l'année où on a des rencontres en présentiel. Et donc, tout ce que le Maroc avait emmagasiné pendant ce qui était la tragédie du Covid, elle s'est exprimée et elle est ressortie en 2022. Et un petit mot, bien sûr, on parle de foot, mais on parle juste un petit mot sur la diplomatie religieuse, parce que ça me paraît très important d'insister sur le fait que le Maroc est un des rares pays, pour ne pas dire le seul pays en son genre, à avoir une double démarche. La première démarche, c'est celle d'être le pays qui mène une guerre sans merci à l'égard du terrorisme. Et d'ailleurs, son rôle dans le démantèlement des attentats terroristes a été reconnu de par le monde, en Europe, aux États-Unis et dans le monde arabe. Donc, c'est un pays qui a une politique incontestablement antiterroriste. Mais c'est aussi le pays qui, parce que Sa Majesté le Roi est commandeur des croyants, Amir al-Mouminin, c'est le pays qui est capable de produire un discours religieux, de la modération, de la tolérance pour éteindre les flammes du radicalisme religieux. Donc c'est un pays qui fait la synthèse de ces deux démarches, celle de lutter contre le terrorisme sans concession et celui de proposer une lecture et un discours religieux qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus modéré et beaucoup plus tolérant par rapport à l'idéologie salafiste ou radicale. Donc voilà, c'était un point intéressant. Et pour revenir donc au mondial, effectivement, c'est un couronnement, c'est un feu d'artifice. En fait, c'est venu comme pour accentuer, pour conforter tout ce que le Maroc avait réussi depuis cette tragédie du Covid jusqu'à ces énormes performances diplomatiques, jusqu'à cette image du Maroc qui a été
bien illustré à l'international. Ce qu'a fait l'équipe nationale au Qatar a été un petit peu l'illustration, la consécration de ce rôle international, régional et international que le Maroc ambitionne de jouer sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, c'est une consécration sur laquelle je vous propose de continuer de surfer. Monsieur le ministre, une question pour vous, hein, un signe fulgurant de l'impact de cette épopée des Lions de l'Atlas, c'est cette montée en flèche des recherches Google associées au Maroc, au mot Maroc. Les Lions de l'Atlas, des ambassadeurs hors pair finalement du Maroc, mais aussi de valeur. Vous avez vécu de près cette épopée des Lions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez suivi? Nous étions tous marocains dans ces moments fantastiques. Nous étions tous fiers. Toute l'Afrique était fière. Et nous tous, nous avons vécu cet exploit. Et tout ceci, en réalité, il y a un lien de causalité entre ce qui s'est passé et ce qu'est devenu aujourd'hui le Maroc et ce que le Maroc propose comme alternative pour son pays et pour l'avenir. Je pense que ce n'est pas un hasard. L'équipe marocaine qui gagne, c'est l'image du Maroc qui gagne. Un pays qui ne gagne pas ne peut pas produire aussi une équipe capable de faire rêver le monde entier, le tiers-monde, l'Afrique, le monde arabe. Donc pour moi, s'il y a de l'espoir, ça fait naître de l'espoir dans nos pays, dans nos continents. Et je suis convaincu que le Maroc va continuer dans cet élan. Et désormais, le Maroc rentre dans les grandes nations de football et l'Afrique tout entière derrière le Maroc. Et demain, ce sera un exemple fantastique. Le Maroc a réussi là où aucun autre pays, en tout cas une équipe, a réussi à faire. Et ça, c'est fantastique. Et nous prions que les échéances à venir mènent encore l'Atlas, l'équipe de football de Maroc, dans le plus haut sommet et arracher la Coupe du Monde un jour dans les éditions à venir. Et pour finir sur l'islam, comme disait M. Tossa, il a parfaitement raison ce qu'il a dit. C'est cet islam marocain qui peut aussi être apaisant et montrer au reste du monde qu'il y a un grand malentendu, qu'il est temps de le lever. Et l'équipe du Maroc, on ne peut que le féliciter le Maroc. Et pour finir, dire que nous étions tous ce soir-là marocains. Nous avons vécu, mais vraiment avec le cœur de Marocains. Avec des valeurs, justement. Vous parliez de malentendus qui étaient levés sur de nombreux dossiers. La religion, l'islam, la culture, c'était clairement vivant et évoqué lors de ce mondial. On a parlé de foot, mais on n'a pas parlé que de foot. Et c'est ça que l'on retient aujourd'hui, avec ce Maroc qui gagne, ce Maroc qui offre une alternative. Alors, après la joie, après cette vibration exceptionnelle, comment capitaliser sur cet exploit pour que le Maroc inscrive cet exploit dans la pérennité, dans l'excellence? C'est une question pour professeur Dakaria Abou-Dahab. Première leçon, à mon sens, c'est il faut compter sur soi-même. Et je crois que l'équipe marocaine, coachée par un Marocain, quand bien même il est né en France en particulier, mais l'affect et le lien avec le pays est resté indéfectible. Compter sur nos forces, mais en même temps, comme disait Barack Obama quand il était en campagne électorale, « Yes, we can. When we want, we can. » Quand on veut, on peut. Et c'est une leçon pour d'autres champs ou d'autres domaines, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine diplomatique, économique, social, etc. Il est vrai, au Maroc, il y a encore des chantiers à terminer. Entre autres choses, 2022 également a été l'année de la mise en route de l'État social ou de l'État-providence. Et par ailleurs aussi, le sport est un vecteur de valeurs, solidarité, l'attachement à la famille, également une diversité culturelle et je dirais même religieuse qui a été exprimée librement. Et j'ai vu combien l'image du Maroc est très très positive auprès de beaucoup de pays qui soient africains ou asiatiques ou arabes. On a vu même en Indonésie, en Malaisie, les supporters
Donc finalement, je crois qu'il faut capitaliser, comme l'avait si bien dit Madame Nadia, cette dynamique. Il ne faut pas que cela soit éteint et que donc au final, même si parfois les gens sont devenus un peu tristes, ils ont eu cette habitude de jubiler, de sortir, exprimer leur joie. Et je le crois, c'est le véritable enseignement aujourd'hui, c'est de canaliser cette dynamique, cette force, cette jeunesse marocaine, non seulement celle qui vit au Maroc, la jeunesse et autres bien entendu, mais également celle qui vit au monde. Et finalement, je crois que le Maroc maintenant est sur de bonnes bases pour atteindre d'autres horizons extrêmement prometteurs. Le Maroc et sa diaspora, les Marocains du monde, Mustapha Tossa aussi, on l'a vu lors de ce mondial, ont contribué à la réussite, au succès de ce mondial, cette forme d'alchimie. Justement, je vous retourne la question sur cette manière de capitaliser, de rentabiliser ce succès du Maroc à l'international à travers toutes les sphères. Est-ce que certains sociologues disent que le mondial a transfiguré, a carrément changé la perception que les Marocains ont d'eux-mêmes? Je crois que la question m'est adressée, c'est ça. Tout à fait. Que je ne l'ai pas entendu au début, mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le professeur Abou Dahab. C'est que ce qu'on espère, c'est que cette expérience monumentale, gigantesque, cette performance qui a été réalisée par l'équipe du Maroc puisse insuffler la culture de la gagne. La culture de l'exploit dans d'autres secteurs que sont économiques, diplomatiques, culturels, religieux. Donc, il faudrait que cette culture-là, qui a été portée par l'équipe du foot, avec toutes ses valeurs, avec ses dynamiques, avec sa religion, entre guillemets, de marquer les esprits et de marquer l'histoire, il faudrait qu'on la retrouve la même démarche, la même culture sur d'autres secteurs, que ce soit économique, culturel, diplomatique et pourquoi pas dans de nombreux secteurs. Donc voilà, si on arrive à capter cet esprit de l'équipe nationale et à le traduire dans un certain nombre de oui, on aura gagné. Et le Maroc, l'image du Maroc n'en serait que très haute dans l'estime d'abord des Marocains et ensuite dans l'estime à l'international. Mais je crois qu'une fois cette dynamique, et je crois que monsieur le ministre des Comores, il l'a bien dit tout à l'heure, il a cité une phrase qui m'a intéressé et que je voudrais reprendre ici. Il a dit un pays qui n'a pas qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas un pays gagnant, ne peut pas produire une équipe gagnante comme celle qu'on vient de voir au Mondial de Qatar. Donc voilà, tout est lié et je crois que cet exploit de l'équipe marocaine a révélé les Marocains à eux-mêmes. Il a révélé l'étendue de ce qu'ils peuvent réaliser comme exploit, espérant que cet exploit va être généralisé à tout, même à la vie quotidienne, même dans les relations sociales, dans ce que nous vivons ensemble au Maroc, qu'on puisse être guidé par cet esprit de la gagne, et cette culture et cette religion de l'exploit qui a été celle de l'équipe nationale au Qatar. L'esprit de la gagne, le Maroc qui gagne et un mondial qui a révélé les Marocains à eux-mêmes. Ce seront les mots de la fin. Merci infiniment, Mustapha Tossa, d'avoir contribué à cette émission. Merci. Merci à tous. Je remercie également Monsieur le ministre Amoroni, Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim El Masseli, donc ex-ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Je vous en prie. Je vous en prie. M'autorisez-vous à rajouter quelque chose très rapidement? Avec plaisir. Ce que disait M. Tossa, je voudrais, moi, vous offrir le regard d'un étranger du Maroc, parce que vous êtes tous marocains. Je le suis de cœur. Je ne suis pas de nationalité, malheureusement, mais je suis de cœur. Vous savez, ce que l'équipe marocaine vient de réaliser, c'est à l'image du Maroc aujourd'hui. Et là, je le dis très, très honnêtement, l'étranger qui regarde le Maroc, nous aimons le sport et plus particulièrement le foot. Le monde entier adore le foot. C'est pourquoi c'est beaucoup plus visible. Mais croyez-moi, beaucoup de pays africains qui ont beaucoup plus d'atouts que le Maroc ne réussissent pas
là où l'équipe pharmaceutique marocaine a réussi, là où l'équipe d'agronomes a réussi, là où beaucoup de choses de fantastiques sont réalisées au Maroc, mais ce n'est pas visible comme le foot. Mais croyez-moi, le Maroc est en train de gagner. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible, mais dans bien de domaines, le Maroc est exemplaire. Et je voudrais juste rajouter cela, et que si le Maroc n'était pas gagnante, cette équipe n'aurait pas pu arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et un honneur. Merci également au professeur Dakale Abou Daha, professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, qui était également avec nous. Et merci à Mustapha Tossa, également journaliste depuis Paris, qui nous a accompagnés. C'est la fin de cette émission spéciale rétrospective Diplomatie et Soft Power 2022, l'année du Maroc. Merci à vous et excellente année 2023.